Bonsoir tout le monde. Merci encore d'être avec nous pour cette émission du vendredi, du Retro News Algérie, donc du vendredi 18 juillet. Comme d'habitude, j'ai avec moi Youssef Razzoug, ancien journaliste, rédacteur en chef, journaliste et ancien rédacteur en chef du journal Le Matin et chargé de la revue de presse. Notre ami Bakir Mohand, chroniqueur, militant politique. Et notre invité d'aujourd'hui, c'est notre ami Azwa Chebrouk, militant politique. C'est quelqu'un que vous connaissez. Il intervient souvent sur les médias, que ce soit médias alternatifs ou dans les chaînes à partir de l'étranger. Le journal gouvernemental Moudjahid, au cours de cette semaine, donc il nous informe aussi avec des grandes manchettes. Il fait un montage ou ça qui dit il accuse un groupe de youtubeurs 6 ou 7 à l'étranger qui seraient au centre d'une conspiration montée par la France, par l'Élysée et Rotario, voilà. Et pour une fois il implique qui sont pour déstabiliser l'Algérie. Ils ont un chef, etc. Bon, nous, moi personnellement, ça ne nous intéresse pas, les personnes, etc. Mais ce qu'il dit dans l'article lui-même, deux choses qui sont importantes. Ils disent qu'ils veulent déstabiliser le pays pour interrompre le mandat de Tebboune à aller à une élection présidentielle anticipée. C'est une première fois qu'on l'entend du régime, cette manière. Ça veut dire ça pose des interrogations. En même temps, ils te disent, ils profitent de l'occasion pour s'attaquer il te dit pour aller vers une période de transition. Ils font toujours le parallèle avec l'Irak, la Libye, etc., tout ça. Mais en s'attaquant à la période de transition, qu'il te dit aussi, c'est une fabrication aussi française. C'est vrai, c'est pas un discours nouveau de Tebboune sur la transition. On l'a eu à l'époque de Gaïd Salah, etc. Il l'a développé plusieurs fois. Il est revenu sur cette question de la transition. C'est une invention étrangère. Mais la question pose le papier lui-même, l'article, ça dit un papier qui n'est pas innocent, c'est-à-dire qui n'est pas fait par le journaliste, il est fait ailleurs. Ailleurs, ça montre l'état aussi d'existence au sein du régime et au plus haut niveau de sommet. Ça nous donne au moins cette idée qu'il y a un problème par rapport au mandat de Tebboune. Donc, ce problème, ce papier de Moudjahid qui vient dans une situation où on voit beaucoup de mouvements à l'intérieur du système. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui poussent d'autres vers l'extérieur? Est-ce qu'ils sentent... C'est deux questions pour moi que je me pose. Est-ce qu'à l'intérieur, il y a un mouvement pousse-toi pour que je m'y mette, ou ils sentent que la société commence à bouillonner, à bouger, et l'idée de la transition, ils sont en train de la discréditer, de la rendre comme une initiative de la main étrangère. Est-ce que c'est l'une ou l'autre, ou les deux à la fois? Mohand. C'est le niveau auquel on est rendu. C'est-à-dire que si on prend par exemple la cérémonie du 5 juillet et en vérité tous les événements publics, on se rend compte que l'équipe de la présidence fait sa promotion. Je vais vous montrer. Voilà. Là, par exemple, on a des photos. On a le fameux bébé, Brigitte Bardot algérienne, Boualem Boualem. Et on a le fameux Kamel Sidi Saïd. Et à chaque fois qu'il y a de la communication de la présidence, ils se prennent en photo, ils se mettent en scène, ce qui veut dire qu'ils se mettent en avant. Alors que c'est des conseillers. Alors, on se demande quel pouvoir réellement ils détiennent. Quand on prend Belkhaïm,
Belkhaïm, beaucoup de gens peuvent retrouver ces interventions sur Manash Naïmin. Jazairi Awan. C'était l'émission de Jazairi Awan. On peut largement juger de son incurie, dans tous les domaines. Déjà en tant que chroniqueur, c'était vraiment risible les prestations qu'il faisait. Aujourd'hui, il est à la présidence. Mounir Boujma, tous les gens qui l'ont connu dans le milieu de la presse, ils savent ce qu'il a été. Ils savent qu'il a été un honorable correspondant, comment est-ce qu'on peut appeler ça, un prête-nom pour les services de Fawzi et de Hadj Zoubir. Donc, ces gens-là, ils sont en train de peser, je ne sais pas s'ils sont en train de déterminer des choix, hein, mais au moins ils sont en train de peser sur la situation. Quand on écoute Mziane qui malheureusement c'est comment il s'appelait, c'est Vareros, c'est ça, c'est le colonel Vareros. En tout cas, c'était un colonel de la Wilayat Ravas. Quand on voit ses interventions, d'abord il fait du zèle dans la maîtrise de la langue arabe, etc. Et à longueur de discours, il s'attaque à Facebook. Il y a Marakch, responsable d'une association de je ne sais pas quoi. Tu es ministre. Mais c'est le fou du roi. C'est le fou du roi. C'est le fou du roi. Quand on voit les déclarations du ministre des Affaires étrangères, des ministres des Affaires religieuses, c'est une véritable provocation. On dirait que c'est des gens qui veulent mettre le feu aux poudres. Alors, quand on voit tomber une comme celle de Moudjahid, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Ils sont décidés à se rentrer dedans, ou bien ils pensent que, Zagat, ils vont partir. C'est pas possible, on ne peut pas concevoir une de ce type. D'abord, réagir à Rotaillot, ça veut dire c'est considérer l'Algérie comme des départements français. Il n'y a pas une autre lecture possible. Tu es un État, tu réagis à un État. Quels que soient ses ministres, ce n'est pas ton problème, les ministres de cet État ou les partis de cet État, comme Tebboune avait fait. Tebboune, il a dit oui, Chevènement Nesmlah, De Villepin Nesmlah, Rotaillot Machi Nesmlah, Le Pen Machi Nesmlah. Et c'est Mohamed, c'est quoi ta classe politique? C'est la classe politique française? Ou là, c'est la classe politique que tu tues en Algérie? C'est des gens qui sont débiles. Que ce soit le président, que ce soit. C'est des débilités. La sincère vérité, c'est des débilités. Il rédige des papiers. On dirait que la qualité du papier, elle se mesure au degré, au degré ordurier qu'atteint ce papier-là. Au degré d'insulte, d'invective, d'attaque qu'il peut y avoir dans un papier. Aujourd'hui, ils disent que l'Algérie est en danger. Ok, l'Algérie est en danger. Donnez-moi des analyses qui disent que l'Algérie est en danger. Donnez-moi dans le Moudjahid, dans le Watan, dans le Soir, etc., des analyses qui donnent les éléments d'appréciation qui me permettent de comprendre la situation au Sahel, qui me permettent de comprendre la situation en Libye, qui me permettent de saisir la rivalité avec le Maroc. Quels sont les éléments qui font que vous vous engagez dans une course à l'armement avec ce voisin et que vous n'envisagez aucun type de coopération? Il n'y a rien qui s'écrit dans la presse. Mais par contre, pour insulter et c'est ce que je discutais cette semaine avec Youssef, on en a échangé plusieurs fois, on a l'impression que cet été, l'été 2025, tient de beaucoup d'exemples passés. Il tient de 98. Alors 98, c'est l'été du feuilleton. Hein? L'assassinat de Matoub avec Non, c'est l'été du feuilleton Betchin. C'est l'été du feuilleton Betchin. Donc Betchin a été attaqué durant tout l'été. En décembre, Zeroual annonce une présidentielle anticipée et en avril,
Bouteflika est élu. Il y a des caractéristiques déjà de ce type dans l'été actuel. Et ça a commencé par l'assassinat de Matoub d'abord. Je ne sais pas s'il y a si c'est lié ou pas. Ça, je ne sais pas. Ça tient aussi de l'avant 88. Ça tient aussi de l'avant 88. Donc c'est un avant-goût d'un soulèvement. C'est un avant-goût de... L'été 88 avec des rumeurs, avec des pulleries, avec plein d'informations, d'indiscrétions qui circulaient. Et ça a culminé avec quoi? Ça a culminé avec le discours du 19 septembre 88 de Chedli, où il disait que les bouchers d'un pays dont je ne veux pas citer le nom, c'était l'Égypte, dont je ne veux pas citer le nom, ont augmenté le prix de la viande, et ben les gens ils sont descendus dans la rue, ils ont imposé que le prix descende. Parce qu'il appelait à des manifs directement dans un discours. Donc Mohamed, la liberté donnée, accordée à Arzig, c'est une façon d'accélérer le bouillonnement de la marmite? Les mesures qui sont en train de prendre Arzig, elles n'ont ni queue ni tête. Ouais, impopulaire au point de... C'est des mesures en frac, c'est des mesures, on ne comprend pas ce que c'est. Ils bloquent le dédouanement d'un certain nombre d'importations, ils créent des difficultés pour l'investissement et pour l'importation de pièces de rechange pour l'appareil productif. Et tenez-vous bien, c'est que son nom circule comme Premier ministre. Son nom circule comme l'un des probables premiers ministres. D'ailleurs, le gouvernement, il devait être annoncé il y a plusieurs semaines. Il n'est toujours pas annoncé. Et je pense aussi qu'il y a des ressemblances, peut-être que je peux revenir sur ça, il y a des ressemblances avec 2018, avec la période qui a précédé le Hirak. Donc on sent qu'il y a quelque chose dans la marmite. Et d'ailleurs, c'est un petit peu étonnant que Tebboune rencontre la presse aujourd'hui. Peut-être que c'est pour dire que la situation est normale. Apparemment, il n'y a rien dans son intervention d'aujourd'hui. Il y a un chiffre sur l'agriculture, donc 38 milliards de production, 38 milliards de dollars, c'est merci, hein, 38 milliards de dollars de production agricole. Je ne sais pas comment le saut s'est fait. Il dit qu'il s'entend bien avec la Russie, avec la Chine et avec les États-Unis, et que ça, c'est la ligne, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est la ligne de non-alignement. Et il dit qu'il va régler le problème de l'informel. L'informel qui représente pratiquement 60% de l'économie nationale. Il va régler ce problème-là, on va s'en sortir, etc. Donc, c'est une situation qui fait peur. Moi, personnellement, c'est une situation qui me fait peur. Que des gamins comme Sidi Saïd, Belkhaïm et Mounir Boujma aient le pouvoir d'influencer la politique du pays au point où il l'influence, que les responsabilités, que les éléments d'instabilité qui apparaissent soient aussi importants que cela. Prenez un exemple. Juste, tu me donnes l'image, Mohamed, tu me donnes l'image quand tu parles, tu as cité les trois noms, tu me donnes l'image des mauvais comptables aussi qui étaient durant la reine Bouteflika en 98, les Saïd, les Haddad et tout ça, et les comment s'appelle, les Slel, qui étaient en train de calculer comment dépasser la crise et finalement la crise. Comment tirer sur le peuple? Comment tirer sur le peuple? Donc, ces trois Guigusta, ils sont en train de refaire la même recette qui a conduit les trois premiers en prison. Je pense. Et l'indice qui me fait le plus peur, moi personnellement, l'indice qui me fait le plus peur, c'est l'incertitude sur le sort de deux généraux. C'est l'incertitude sur le sort de deux généraux. Tous les généraux qui ont été arrêtés, disons que rapidement, la situation était claire. Ils sont à Blida, ils sont poursuivis sur des chefs d'inculpation, etc., etc. Et donc, c'est réglé. D'accord? Ils sont plus en responsabilité, ils sont mis en prison. Par contre, il y a deux généraux sur lesquels on ne sait pas très bien ce qui se passe. Ils ne sont plus... Al-Haji Haddad. Al-Haji Haddad, ça montre que les rapports de force, à mon avis,
ça montre que les rapports de force au niveau des sphères décisionnelles sont très instables. Ils sont très instables. Et le fait qu'ils soient très instables, ce qui se traduit par les attaques qu'il y a dans la presse, par les différents dossiers qui sortent, mais généralement, le régime, dans ces moments-là, il recourt à des choses très dangereuses. Soit il recourt, comme en 88, à provoquer le peuple et à amener le peuple à sortir dans la rue et régler le problème dans la rue, ou bien à faire des manœuvres du genre de 2001 en Kabylie ou de 2014 dans le Mzad. Ça veut dire créer des points de fixation, des abcès de fixation où la population fait les frais de cette situation. Troisième éventualité, ce serait une rupture brutale des rapports de force qui amènerait un clash entre eux. Mais un clash entre eux, comment? Est-ce que c'est un clash entre eux? On va laisser Azwaou répondre à ces questions-là. Azwaou, merci Mohamed. Mohamed, il a développé l'axe, il est parti sur la question que j'ai posée. Est-ce que c'est les uns qui poussent les autres à sortir pour rééquilibrer le système? Est-ce que qu'est-ce qui se passe? Mais dans tout ça, dans l'analyse Mohamed, ça apparaît qu'il y a malaise au sein du système, il n'y a pas de cohésion et l'explosion, elle est imminente. Est-ce que toutes ces manœuvres-là de Rzig et tout ça, est-ce que ce n'est pas une façon de provoquer un avortement préventif pour éviter que le peuple soit le seul acteur et revenir comme en force en Hirak, mais avec plus de détermination? Est-ce que le pouvoir n'est pas en train de calculer ça maintenant? Alors, pour te dire, tu sais, Kamal, justement, pour revenir à ce que disait Mohamed tout à l'heure, moi aussi j'avais ce pressentiment qu'il y a, c'est-à-dire, c'est un climat d'avant 2019. Effectivement, je l'avais ça, mais je le croyais comme une vue d'esprit de ma part. C'est-à-dire que je me disais, peut-être j'avais espoir à ce que le Hirak revienne. Et je voyais ça, je voulais que le Hirak revienne, je voulais rentrer au pays, je voulais rentrer dans mon pays, ça fait 7 ans que je ne suis pas rentré. Donc je me disais peut-être c'est une vue d'esprit de ma part, donc elle n'est pas fondée sur... Un mirage. Hein? C'est un mirage. C'est un mirage, exactement. Elle n'est pas fondée sur des analyses politiques, de la rationalité politique si tu veux. Mais en entendant par exemple Mohamed, voilà, donc ça, si tu veux, ça réconforte un peu ma vision des choses, que il y a quelque chose, ça veut dire que c'est pas normal, ça, il y a quelque chose qui est en train de se tramer au sein du pouvoir, malgré que depuis 2019 les choses ils se sont pas stabilisées. Depuis 2019 le pouvoir ne s'est pas vraiment stabilisé sur ces quatre piliers pour qu'il puisse, ça a toujours été, depuis 2019, il y a toujours eu des règlements de compte, des emprisonnements, on a vu tellement de généraux. Pourquoi tout ça? Pourquoi cette paranoïa? Parce que le pouvoir, il ne s'est pas bien encadré, il est toujours fragile. Après, allô? Oui, on t'entend bien, vas-y. Donc, après, si vous voulez, si on analyse un peu le Jazair Jadida, à mon sens, hein, bon, c'est ce que je pense. Jazair Jadida, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est les lieutenants de Bouteflika qui sont devenus des capitaines aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils étaient des lieutenants, aujourd'hui, ils sont devenus des capitaines. Si on prend en l'occurrence Tebboune, qui était un lieutenant du régime de Bouteflika, aujourd'hui, il est devenu président, c'est un lieu. Et effectivement, quand il parlait par exemple des conseillers de Tebboune, notamment ses conseillers à la communication, Kamal Sidi Saïd, où il a cité, comment il s'appelle, Belkalem, c'est ça, Belkalem. Et ben Belkalem, effectivement, moi je suivais l'émission dont il était animal chroniqueur, et ben il était le souffle douleur des autres chroniqueurs, comme il était tellement inculte, il était tellement toujours à côté de la plaque sur le plan idéologique, sur le plan économique, politique et tout. Donc j'avais l'impression qu'il était le souffle douleur des autres chroniqueurs. Et je suivais très bien l'émission, c'était Mustafa Kissassi qui l'animait, je pense, hein, si je m'abuse. Donc, effectivement, donc en fait, ça démontre une chose, c'est que quand
les médiocres. Et je disais donc, Jazair Jadida, c'est-à-dire l'Algérie nouvelle, c'est les lieutenants qui sont devenus des capitaines, mais malheureusement, c'est des lieutenants médiocres. Donc, on a vu la crème d'une manière ironique, hein, c'est-à-dire les plus médiocres arrivés au pouvoir, y compris Tebboune, c'est-à-dire les plus médiocres qui sont arrivés au pouvoir. Donc, de gérer la chose politique ou la communication, c'est pas leur point fort. D'ailleurs, on a vu, quand on voit par exemple les interventions ou les conférences, les interviews qu'accorde Tebboune à la presse nationale, entre guillemets, malgré que c'est du télévisé, malgré que c'est du différé, et on laisse quand même passer des bourdes, un point qu'on ne peut pas imaginer, malgré que c'est pas du direct, pour dire à quel point ils sont tellement médiocres, ces gens-là. Donc, Comme on dit au Québec, au Québec, ce ne sont pas les crayons les plus aiguisés de la boîte. ce ne sont pas quoi? Ce ne sont pas les crayons les plus aiguisés de la boîte. Exactement. Donc on se dit que donc ils sont là et ils décident. Et donc ils décident ou ils contribuent à la décision politique. Et c'est ce qui est vraiment malheureux. Donc ils sont arrivés au pouvoir et on voit aujourd'hui. Donc à mon sens, hein, c'est que ils sont tellement médiocres qu'ils vont accélérer. Donc pour revenir aller dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, notamment Mohamed, ils vont accélérer la chute du système. Bouteflika, il a tenu quand même 20 ans. Il allait tenir 5 ans, s'ils étaient un peu intelligents. 5 ans de plus, s'ils étaient intelligents. Mais là, ces gens-là, ils sont tellement médiocres, je pense qu'ils sont en train d'accélérer la chute du régime. Est-ce qu'ils le font d'une manière express? Ça veut dire qu'il y a un autre clan qui fait ça, par exemple, en nommant Rezig à la tête du ministère du Commerce ou Maziane à la tête du ministère de la Communication pour accélérer la chute de régime. Je ne sais pas s'il y a une volonté réelle, mais en tout cas, s'il n'y a pas de volonté réelle, c'est-à-dire que d'une manière intentionnelle, ça veut dire d'une manière involontaire, inconsciemment, ces gens-là accélèrent la chute du régime. Et je ne pense pas que Tebboune, je ne sais pas, après je suis pas dans je détiens pas la boule magique, mais je pense pas que Tebboune puisse tenir jusqu'à la fin du deuxième mandat. Je ne sais pas, peut-être il va y avoir, peut-être par ça, la maladie, peut-être par la mort, peut-être par un autre événement, c'est-à-dire le soulèvement du peuple, ou peut-être un autre clan qui va avoir le dessus pour le renverser. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ce régime, il accélère sa propre chute par sa médiocrité. Et on l'a vu, vous l'avez montré. Et je reviens juste sur quelque chose, sur le Moudjahid, l'article de le Moudjahid. C'est vrai que ce qui attire l'attention, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il part du régime d'Alger, c'est-à-dire pour dire que c'est pas un gouvernement, c'est pas un État, mais c'est un régime d'Alger. Donc ça rejoint un peu, c'est-à-dire les expressions ou les éléments de langage qu'utilise surtout l'opposition algérienne pour dire le régime, pour le séparer de l'État ou de ce qu'a toujours le contraire que ce qu'a toujours fait le pouvoir. Le pouvoir, il a toujours mis une confusion ou fait une confusion volontaire entre le pouvoir lui-même et l'État. Je pense que il y a cette bourde-là, et puis il y a celle des élections anticipées pour chuter Tebboune, le régime de Tebboune, et pour aller vers des élections anticipées. Peut-être c'est fait d'une manière volontaire, donc il y a un clan qui veut pousser vers ça, pour dire que ce pouvoir était légitime, et pour donner aux Algériens, c'est-à-dire c'est légitime de penser que le régime de Tebboune il doit tomber, et c'est-à-dire de normaliser, c'est-à-dire la chute du régime de Tebboune. Et peut-être c'est fait d'une manière involontaire, c'est-à-dire que tellement ils sont médiocres, ils ne savent pas quoi dire, ils ne savent pas comment la retombée politique des mots, la retombée politique des... Peut-être c'est ça aussi, hein, je ne sais pas, l'une des deux est peut-être vraie. Youssef, est-ce que l'article, tu as fait la présentation de l'article de Moudjahid, est-ce que c'est pas la fumée noire d'un conclave d'intronisation du futur candidat, parce que Tebboune ne sera pas au troisième mandat, il ne sera pas au rendez-vous. Donc, est-ce que les choses s'accélèrent? Est-ce que c'est pas ça? Que
au moins la question d'une élection présidentielle anticipée, je crois qu'elle est posée. À quel niveau, quoi. L'important de l'exprimer de cette manière, elle est réellement posée. Même une élection anticipée, même la réflexion, c'est vrai, ça peut être aussi de l'autre côté que la succession aussi, quand le problème de la succession est posé. Ça, c'est vrai qu'on savait, parce que tout le système algérien, à chaque succession, il y avait crise. Et quand il y a la crise, ça veut dire que sur le plan, on a sur deux aspects. Qu'est-ce que nous a après 88, c'est que ça a commencé, ça veut dire il y avait une crise économique, des grèves, etc. En même temps, il y avait sur la corruption, le fils de Chedli, d'avoir lié l'histoire de CPA au même moment. Donc, en 2018, il y a eu l'affaire même en 98, ça veut dire les premières attaques, c'est contre Adami, le ministre de la Justice de Zerouer, qui était proche de Betchin, les phrases qui sont sorties sur Adami jusqu'à sa démission, et par la suite Betchin, la cible Betchin, alors que Betchin avant, il suffit de citer son CV, te conduire en prison. Les journalistes de Liberté qui faisaient la page radar, ils sont venus à la rédaction le prendre. Il a donné qu'un petit CV de Betchin. Ils l'ont pris en 95, la rédaction, lui, il est directeur. Et lui, il a fait 2 mois de prison. Le directeur a été libéré, mais à cause seulement le CV de Betchin, de parler de Betchin. Donc, en 98, presque fin 97, c'est ouvert, après avoir abattu Adami, ça a représenté aussi les luttes au sommet. Les luttes au sommet, etc. Et en 2018, on a connu la même chose. L'histoire de Ayesh, celui du côté de Bouira, celui qui l'ont laissé mourir dans un trou, qui est tombé, etc., pendant 3 nuits, 3 jours, qui a été très couvert, etc. Et qu'est-ce qu'elle a créé comme, ça veut dire, comme sympathie, de mouvement de solidarité avec lui, etc. Au même moment, il y avait une crise, il y avait l'histoire par la suite de 701 kilos de cocaïne, tout ça. Ça a donné, et l'élection présidentielle est devenue pour le 5e mandat de Bouteflika pour clore tout. Donc ça a donné déjà une forme, préparer la société de réagir aussi en même temps. Ça exprimé, reflète aussi une situation de crise plus au sommet. Une crise non seulement sur le plan politique, ça veut dire tous sont unis dans le système, mais de crise de personnes, d'orientation, d'intérêt, etc. Et aussi une question aussi, c'est vrai, d'intérêt, aussi de domination, d'avoir ça. Donc, à ce niveau, nous assistons aujourd'hui de la même situation, surtout que l'entourage immédiat de Tebboune commence à être touché par des informations, et la majorité des informations sortent au plus haut niveau, ça veut dire des informations qui sont de l'intérieur, et des attaques, etc., plus ciblées, etc. Et ça exprime une réalité, ça veut dire que rien ne va plus, même sur le plan économique et sur le plan politique, ça explique qu'on est à la prélude de quelque chose. Donc le bateau prend de l'eau, hein. Oui, le bateau prend de l'eau. En même temps, on est à la veille de quelque chose. Quelque chose d'important aussi. Ça commence là, réellement, la crise s'installe pour durer, et on commence l'après-Tebboune. On peut parler de l'après-Tebboune. L'après-Tebboune maintenant. Allez-y, vous pouvez intervenir, Mohamed et Yazouawa. Est-ce qu'on est dans l'après-Tebboune? Je ne suis pas certain. Moi, pour ma part, je ne suis pas certain de ça. Je pense qu'il faut voir sur le temps long. Il faut essayer de reprendre des choses sur le temps long. Je pense que il y a eu depuis 94. En vérité, depuis 94, il y a une logique qui se développe. En 94, ils ont voulu mettre Bouteflika. Mais Bouteflika en 94, c'est là où Nazar l'avait traité de canasson, n'a pas voulu prendre les rênes. Pourquoi?
probablement parce qu'il ne pouvait pas avoir les coups de franche, il n'avait pas le rapport de force qui pouvait lui permettre d'agir avec plus ou moins de liberté. Il considérait que les conditions étaient défavorables. Donc il a décliné, ils ont été obligés de mettre Zeroual, un candidat par défaut. Je pense que déjà là, la principale caractéristique de la situation algérienne est présente. C'est quoi? C'est l'incapacité à dégager un consensus qui puisse définir, qui puisse dégager un candidat qui puisse avoir une assise et une liberté de mouvement qui soit suffisante. 99, Bouteflika considère que les conditions lui étaient favorables, donc il accepte et il négocie les conditions de son intronisation. Il fait un mandat. Lorsque le moment est venu qu'il fasse un deuxième mandat, il y a eu une contestation. Il ne faut pas qu'on oublie l'épisode Benflis, qui en vérité n'est pas l'épisode Benflis seulement. Lamari, l'état-major. Lamari, c'est l'épisode Benflis-Lamari. Et d'ailleurs, Lamari l'a payé tout de suite après. Donc là, il y a eu contestation. Mais Bouteflika s'est imposé. Il s'est imposé. Il arrive au terme du deuxième mandat et là, je pense que son principal atout, ça a été l'incapacité au niveau de l'establishment militaro-bureaucratique de dégager un autre candidat que lui. Et là, il ouvre les mandats. C'était en 2008 qu'il avait ouvert les mandats pour tenir jusqu'à 2019. Et s'il a tenu jusqu'à 2019, c'est parce qu'il n'y avait pas de consensus pour désigner quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il y a tellement d'antagonisme entre eux qu'ils sont obligés de garder celui qui est dans la place. On arrive à la destitution de Bouteflika avec toutes les transgressions qu'il y a eu, le non-respect du délai constitutionnel, la reconduction le changement du Premier ministre en pleine phase de remplacement du président, etc. Ils ont malmené la Constitution à l'extrême. Et on arrive au 12-12. Le 12-12, qui est-ce qui avait les cartes en main? C'était Gaïd Salah. Avec une prétention de Bouazza, c'est Bouazza qui est... Oui. Donc, la prétention de Bouazza de se faire faiseur de roi. Et jusqu'en début d'après-midi, chez les faiseurs de roi, ils pensaient que c'était l'ancien ministre des Affaires de la Culture qui était président, Ismis Mehoubi qui était président. Et lorsque Gaïd Salah s'est rendu compte, il a réintronisé Ouismou Tebboune. Donc Tebboune, son principal point d'appui, c'était qui? C'était Gaïd Salah. Gaïd Salah, il casse sa pipe quelques mois après. Donc Tebboune se retrouve sans véritable socle. Même pas un mois. Oui, il se retrouve sans véritable socle. Parce que son général. Surtout son général. Son général. Mais je pense que nous sommes toujours dans la situation où ils sont incapables d'avoir un consensus, de définir une ligne de conduite qui les mette en position de désigner un homme. C'est intéressant ce que tu dis, Mohamed. C'est intéressant ce que tu viens de dire, d'ailleurs, Mohamed. L'absence de consensus entre civils, de trouver quelqu'un qui va remplacer Tebboune, est-ce qu'il ne va pas nous conduire à revivre la même période là où on a sélectionné, là où on a choisi l'autre, comment s'appelle, l'ancien général, rappelle-moi, il a été élu. Zeroual, c'était un candidat de la dernière minute choisi par l'armée parce qu'il n'y avait pas de consensus chez les civils. C'est pour ça que pour moi, attends, juste. Est-ce qu'on ne va pas revivre le même Pour moi, Tebboune ne va pas quitter le pouvoir en dehors de deux possibilités. Il peut quitter le pouvoir si sa vie atteint son terme. Et, là, il peut plus gouverner à partir de la tombe. Et il peut quitter le pouvoir si le mouvement populaire reprend. Si le mouvement populaire reprend, il va quitter le pouvoir. Sinon, à mon sens, l'hypothèse d'une présidentielle anticipée pourrait être une diversion. Ça veut dire qu'il braque l'opinion sur une présidentielle anticipée pour qu'on ne s'intéresse pas à leur incapacité
à dégager un consensus, à gouverner réellement. Tu vois, à gouverner réellement. Donc, il y a plus de chances, à mon sens, il y a plus de chances qu'il garde Tebboune, qu'il fasse des ajustements dans son entourage, que ce soit à la présidence, que ce soit au niveau du gouvernement. Je pense que c'est pour ça qu'il y a une difficulté à désigner un gouvernement aujourd'hui. Le gouvernement devait être annoncé il y a un mois, il y a quasiment un mois. Il n'y a toujours pas de gouvernement. Donc, à mon sens, il y a la possibilité que l'idée de la présidentielle anticipée soit une diversion pour qu'on ne pointe pas leur incapacité réellement à dégager un consensus et à faire fonctionner leur système. Et la meilleure éventualité pour moi, c'est que le mouvement populaire reprenne et qu'il les dégage tous. Youssef? Oui, je suis d'accord, mais tout, si on revoit, toujours il y a des problèmes, même toute succession à l'intérieur même du système, c'est fait par violence. La désignation de la présidence, soit on a connu 62, 65, coup d'État, après la tentative 67, et même en installant Chedli, il y a eu toujours, après sa démission, tout a été. Toujours il y avait cette difficulté, c'est vrai, de trouver un consensus pour désigner successeur. Ils étaient prêts à laisser Bouteflika, même mort, président, parce qu'il n'y avait pas de consensus autour de la succession. Parce qu'ils savent, chaque succession crée une guerre entre eux. Donc, ils préfèrent ce qu'ils ont autour de qui il y a consensus. C'est clair, cette question. Mais, il y a un risque. Quand le système est menacé, il peut abandonner. Ça, quand il est menacé. Et l'élément nouveau qui n'a pas existé à l'époque de Bouteflika, cette impasse sur le plan international qui les expose. La situation interne, rien ne va plus, et sur le plan international, ils sont exposés. Cette question, elle peut les pousser dans le système, soit de créer une situation d'aller vers une élection anticipée, de trouver une autre façade pour remplacer Tebboune. Et ça, ils doivent créer les conditions de son départ. Parce que ceux-là qui ils ne font rien tant que le système, il garde, mais quand il est exposé, il risque, il menace le système, ils sont prêts à divorcer avec ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque avec Bouteflika, qu'est-ce qu'ils ont fait avec d'autres. Pour maintenir le système, il faut se délester celui qui est au moins d'un élément important, c'est la présidence. Voilà. Azwaou, on voit cette agitation plus, elle est devenue apparente après la libération d'Ali Ghederi. Est-ce que sa libération participe quelque part à cette agitation-là? Est-ce que ça n'a pas créé une certaine peur, une certaine frilosité au sein de l'équipe gouvernementale? Alors, certes, Ali Ghederi, on le représente. Enfin, Ali Ghederi, pas en tant que personne, mais en tant que, oui. Si tu veux, c'est-à-dire un courant de pensée, si je peux l'appeler comme ça, dans l'armée algérienne. Réformateur militaire. Un courant réformateur dans l'armée. Dans l'armée, c'est-à-dire l'armée qui dit, parce qu'une des mesures phares, si vous vous rappelez, d'Ali Ghederi quand il s'est présenté aux élections de 2019, c'est ça, 2019. Ouais. C'est-à-dire c'est de limiter l'âge de départ à la retraite à 60 ans pour tous les militaires. Et ça n'arrange pas les... 65 ans. Ça a existé comme loi. Hein. Cela, il a lui-même. Après la loi, il y a des dérogations. Il y a des dérogations il y a des dérogations, ce qui donne aujourd'hui le droit à Chenguiriha, à d'autres militaires, à Ali Bilali, d'arriver à 95 ans, je ne sais pas combien il a quel âge pour partir en retraite. Donc il y a des dérogations. De rallonger un peu leur carrière.
Un peu de temps en temps, c'est voilà, de temps en temps. Donc, si tu veux, c'est-à-dire une des mesures phares, c'est ça. Et ça n'arrange pas les militaires parce qu'ils doivent rester. Bon, c'est vrai qu'on dit qu'il y a certains militaires, même s'ils ils sont en retraite, ils gardent l'influence, mais ils sont rares. Il faut être des renseignements. Hein. Il faut être comme Toufik, voilà, pour résumer, pour garder de l'influence tout en étant en retraite. Parce que quand tu pars en retraite, c'est difficile d'avoir le contrôle sur l'institution militaire. Donc, c'est d'autres qui vont venir et qui vont avoir le contrôle. Et donc, ça n'arrange pas certains militaires, notamment chez Guéréhan et compagnie. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, ils l'ont emprisonné. Ils l'ont tellement emprisonné, ça fait depuis 2019, ça fait combien 5 ans ou 6 ans qu'il est en prison, parce qu'il représentait un danger à une époque. Parce qu'il ne fallait pas que dans l'armée, ou que les réformes viennent de l'armée ou que la menace vient de l'armée. Et c'était un message pour les militaires. Ça veut dire pas question qu'un militaire vienne remettre en question nos règlements. Ça veut dire, voilà, un des règlements, c'est-à-dire c'est celui de rester au pouvoir. Les règles non écrites. Il Hein? ne faut pas remettre en cause les règles non écrites. Les règles non écrites. Et Ardéline est arrivé à cela. Donc après, est-ce que c'est un danger? C'était un danger. Est-ce que c'est un danger? Lui-même, je ne pense pas en tant que personne c'est un danger, mais c'est-à-dire c'est cette pensée, ou c'est-à-dire ce courant de pensée, si je peux l'appeler comme ça, au sein de l'armée, qui représente un danger. Parce qu'il y a tellement de militaires, je le pense, il y a tellement de militaires qui ne veulent pas immiscer c'est-à-dire immiscer l'armée dans les affaires politiques. Ils te disent, nous, c'est-à-dire, c'est-à-dire d'une manière militaire, c'est-à-dire la protection de l'Algérie, la politique, on s'en fout. Et il y en a tellement de militaires, mais ça représente un danger pour ceux qui veulent rester au pouvoir, bien sûr. Après, j'ai pas compris l'autre côté de. Je crois qu'il y a un autre côté de ta question, je l'ai oublié. On va laisser Mohamed, après on va revenir. D'accord. Même moi-même, je ne me souviens pas. Non, pour Arderi, je pense pas qu'il. Alors, Arderi, si on reprend son histoire, il était directeur des ressources humaines, directeur central des ressources humaines au niveau du MDN. Et les indiscrétions qu'il y a, ce qui se dit, c'est que Bouteflika l'a fait travailler sur le statut général des personnels militaires. Ça veut dire un statut qui définit, qui gère les carrières, qui définit les règles de promotion, etc., etc. C'est la fameuse loi 96, je pense, que je ne dise pas des bêtises. Non, 02-2006. 02-2006. Donc, c'est le statut général des personnels militaires qui définit la durée dans le grade et la durée dans le service, qui n'a jamais été appliqué. Le hic, c'est que Arderi a fonctionné comme un bon technicien, il a fait son boulot, et quand il a présenté le projet à Bouteflika a publié ce statut, mais jamais il n'a sorti les décrets d'application. Donc Bouteflika l'a utilisé comme une épée de Damoclès au-dessus des généraux. Ça veut dire que voilà, il y a le texte, il est publié, à n'importe quel moment, je peux publier les décrets d'application et vous mettre à la porte. Mais le premier qu'il a mis à la porte, le premier qu'il a isolé, c'était Arderi. Arderi, à un certain moment dans la presse, on le présentait comme l'homme fort de l'armée et comme celui qui tenait tête à Gaïd Salah. Il y a eu des titres dans la presse, le général qui tient tête, dans la presse algérienne, le général qui tient tête à Gaïd Salah. Mais quand on lit les contributions d'Arderi, on se rend compte qu'il est dans le moule FLN, dans le moule ANP-FLN à 100%. Oui, culturellement, c'est ça. D'ailleurs, même les alliances qu'il a tissées dans le camp démocratique, c'est pas les démocrates les plus radicaux. C'est Mouharnet El Harbi, c'est
Farhat Neit Ali, etc. Ce n'est pas des foudres de guerre en matière de conception de la démocratie. Ça d'un côté. Par contre, ce qui ne lui a pas été pardonné, et ça souligne le caractère mafieux du fonctionnement du commandement de l'ANP. C'est le fait qu'il a rompu le pacte de solidarité. C'est qu'il a voulu faire cavalier seul. Et c'est pour ça que non seulement il a été condamné une première fois, mais que sa condamnation a été prorogée à plusieurs reprises. Aggravé. La sentence est aggravée. Voilà. Or, aujourd'hui, Rderi est un repli de justice. Rderi est un repli de justice. Donc, s'il y a des élections, il ne pourra pas se présenter. Et ça, c'est une donnée qui ne peut changer que s'il y a une rupture sérieuse par rapport au système. C'est un bon point. Hein? C'est un bon point, oui. Par contre, la personne qu'il ne faut pas évacuer, la personne qu'il ne faut pas oublier, parce que d'abord, c'est quelqu'un qui est présenté comme quelqu'un de compétent, c'est quelqu'un qui demeure encore jeune et qui a été marginalisé parmi d'autres généraux, mais qui a beaucoup d'appui au niveau du bassin méditerranéen, puisqu'il a travaillé avec l'OTAN. Avec l'OTAN et dans le dialogue des 5+5, c'est Gaïdi. Ouais. Gaïdi, c'est une carte qui n'est pas à écarter. Est-ce que c'est pas le Zeroual? Est-ce qu'il ne sera pas le Zeroual bis? Hein? Je pense qu'il est en prison, non? Non. Lui n'est pas en prison. Il est en résidence surveillée, mais est-ce que c'est ça la question que je posais tout à l'heure? Est-ce qu'il ne sera pas le Zeroual bis? Est-ce que l'armée ne retournera pas avec le conflit qu'il y a entre les civils à choisir? Ils ont beaucoup de cartes. Ce qui veut dire que si vraiment ils sont acculés, à débarrasser Tebboune, et je pense que Tebboune restera à la présidence jusqu'à Trépa, je pense. Hein. Il ne va pas y aller jusqu'à 2029. Après le trépas, il peut être provoqué aussi. Hein. C'est pas exclu. Hein. J'ai jamais prié, mais j'ai commencé à prier. On va passer au troisième point. Ils ont beaucoup de cartes à jouer. Ils ont Amamra qui est une carte correcte. Ils ont, comment il s'appelle, celui qui intervient là, l'ancien ministre de la Culture. Non, la Amamra c'est une carte brûlée, c'est de la cendre, c'est fini. Il est brûlé. Il n'y a aucune carte grillée dans un système où c'est pas la compétence qui compte, où c'est la mise en scène qui compte. Aujourd'hui, tu es grillé, demain tu es un jeune homme. Je suis d'accord avec Mohamed dans ce sens, c'est-à-dire que dans un système qui n'est pas démocratique, qui n'est pas légitime, il n'y a aucune carte grillée. C'est vrai qu'il est grillé aux yeux de la population, aux yeux de la démocratie, si on peut l'appeler comme ça, mais il n'est pas grillé, parce que Tebboune, en réalité, il est grillé aux yeux de la population. Mais on le voit aujourd'hui au pouvoir, parce que... Il était grillé aux yeux du système, ils l'ont débarqué en 2017. Et en plus, voilà, aux yeux du système. Ils l'ont débarqué en accusant d'intelligence avec la France. Premier ministre qu'il était. C'était ça le... Oui, c'était ça le grief, oui. Ben ouais. Ils lui ont dit pourquoi tu es parti en vacances en France. Ouais. Et pourquoi tu t'es entretenu avec Philippe? Et pourquoi tu t'es entretenu seul avec Philippe? Tu sais ce qui était présenté, hein? Mais après, bon. Oui, il a échappé, certains volés le président pour l'intelligence avec l'étranger. Hein. Il a échappé belle. Je savais qu'il s'est entretenu avec Philippe, mais je ne savais pas que c'était ça réellement le. Parce que c'était justement le différent qu'il avait avec comment il s'appelle, avec les l'homme d'affaires qui est incarcéré là, j'ai oublié son nom. Écoute, il a fait 2 mois et 21 jours de chef de gouvernement. Il a passé 10 jours à bord de l'avion jet privé d'Ahmed, c'est un opérateur turc proche d'Erdogan. Donc, il avait son voyage de vacances en Moldavie. Il a
soufflé des bougies dans l'avion, il avait pris des photos, etc. Et par la suite, à partir de Moldavie, il est venu comment ça s'appelle, ici en France, pendant l'été, plein été, il a demandé à voir Édouard Philippe. Donc, il est venu au sud, comment ça s'appelle, La Côte d'Azur. Enfin, Côte d'Azur. Donc, il a demandé Édouard Philippe. Et quand il est rentré, c'est déjà fait. Donc, ils l'ont isolé maintenant et l'ont menacé de cette affaire, d'ailleurs. Parce qu'il n'a demandé à personne. Il n'a pas demandé à... Youssef, en vérité, il ne faut pas tromper. Ce qui s'est passé, c'est un petit peu une image un peu choquante. C'est comme des Fénourines, Les belles sœurs. pas des belles sœurs, qu'elles sont mariées au même gars. Voilà. Et d'ailleurs, il est venu voir Édouard Philippe pour lui dire il faut discuter avec eux. Il y en a une qui n'attend pas son tour, il y en a une qui n'attend pas son tour, qui prend le tour de l'autre. Pourquoi il a pris contact avec la France alors que ça, c'est le domaine réservé de Saïd et consorts. Oui, oui.